Francine Jaffrin est née le 13 mars 1922. Son père décède très tôt à la suite de blessures reçues lors de la Première Guerre mondiale. Et l'occupation du pays par les Allemands heurte son sentiment patriotique. Contactée par la résistance, elle accepte de remplir des missions de renseignement. Et lors d'une mission sur Janzé, la Feldgendarmerie l'arrête en avril 1944. Où je m'apprêtais à aller à l'hôtel, j'ai été interpellée par la Feldgendarmerie. Ils m'ont demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je viens chercher du beurre. Je viens chercher, parce que je vous ai dit, on crevait de faim. Je viens chercher du beurre. Oui, et votre nom? Alors je dis, eh ben voilà ma carte d'identité. Épelez votre nom. Oh, pourquoi? Épelez. Alors je dis, Francine Hélard. Répétez, mais Hélard. Puis je voyais qu'il faisait ça. C'est parce que, voyez-vous, tout en étant résistant, je ne sais pas qui, j'avais pourtant, personne ne le savait, quelqu'un m'avait dénoncé. Parce que pour savoir où devait me trouver ce jour-là, quand ils m'ont arrêté, épelez votre nom, c'est ça. Je me suis dit, mais ils ne me connaissent pas, pourquoi épeler mon nom? Et ils m'ont pris, ils n'ont pas, mais je dis, je viens chercher du beurre, il n'y en a pas dans les côtes du Nord. Hein? Allez, suivez-nous. Mais moi, ça m'avait frappé, ça déjà. Pourquoi ils m'ont fait épeler mon nom? Pourquoi je ne suis pas connue ici? Eh bien oui, tout simplement, parce qu'ils m'ont remis entre les mains de la Gestapo. Et alors, à la Gestapo, évidemment, pour qui tu travailles? Donc, voyez, pour qui tu... Le nom de ton chef. Les nerfs de bœuf ont été très durs. J'ai eu la boule de plomb. Ça faisait mal. La verge avec une boule de plomb qui avait à l'extrémité. Ils m'ont mis la tête sur la table comme ça, allongée, et puis ils m'ont tapé, ça faisait mal. Surtout ici, j'essayais de retenir ma respiration pour tenir le plus longtemps possible, mais sur les côtes, ça fait mal. Alors, pour qui tu travailles? Mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je ne connais pas, je viens chercher du beurre. On me le dit. Alors, ils m'ont dit, ton chef, qui m'ont sorti d'un coup, c'est pas Hugues qui s'appelle. Ça m'a. Hugues, ça devait être son faux nom, comme moi je m'appelais Anne. C'est Yves. Oh, je dis, ils sont sur une mauvaise piste. Il n'a pas une tête à s'appeler Yves. Donc, ils sont sur une mauvaise piste. Et quand ils m'ont eu bien, je me suis évanouie. Quand ils m'ont eu bien tapé, ils m'ont mis un peu au repos et puis ils me reprenaient alors. Moi, je ne savais pas, je ne le connaissais pas que sous le nom de Hugues. Je ne sais, c'était un ami qui a des gens chez qui j'étais, qui venaient de Paris. J'ai trouvé ça trop bien. Enfin, bref. Et là, donc, ils m'ont mis, j'ai été bien martyrisée. Et j'ai vu des choses, Quand ils m'ont mis un petit peu au repos, je me suis entourée. J'ai vu dans une pièce que j'étais pas la seule. Il y en avait plein d'arrêtés et tout le monde
avait la tête au mur. Oh, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Était des résistants, où. Et gardé par un jeune Français de 18 ans qui, lui, avait son petit pistolet. J'ai appris qu'on était vendu. S'il y avait une organisation, vous voyez, de résistants, il y en avait même de la jeunesse française qui travaillait pour les Allemands. Chacun faisait son choix. Ah, mais là, j'en ai appris. Après quelques mois d'emprisonnement, Francine Jaffrin est transférée dans la prison Jacques-Cartier de Rennes. Suite au débarquement des Alliés en Normandie et de leur percée, elle est évacuée par les Allemands sur l'Allemagne dans la nuit du 3 au 4 août. Je suis restée à la prison de Rennes jusque quand les Alliés étaient arrivés à la porte de Rennes. Ils ont bombardé, si bien que la verrière de la prison tombait, la verrière. Oh, on va nous libérer. Oh, on va nous libérer. Les Anglais sont là. Oh, on est là. Ah ben oui, on s'apprêtait, on avait fait notre valise dans la prison, hein, et puis on va être libérés. Oui. Un ordre est arrivé, un SS, les SS. Allez, descendez, préparez vos valises et descendez en bas au sous-sol. Ils nous ont embarqués, les Anglais, à la porte de Rennes. Ils ont trouvé le moyen de nous embarquer de nuit dans les wagons en bestiaux pour nous envoyer en Allemagne. Ça, on est parti à Rennes, on allait vers Langeais, mais nous autres, on mettait des petits papiers, on écrivait « prisonnier, destination inconnue » et quelquefois le train arrêté. Les Français, vous voyez, mais c'est des prisonniers, mais ils parlent français, c'est des prisonniers civils. Ça a été vite fait, hein. Notre train a été signalé. Arrivé à Janzé, il y avait un petit avion anglais qui piquait sur la locomotive pour retarder le départ en Allemagne. Ils le savaient, hein. Mais ça a été vite fait quand même. Et nous avons été mitraillés à Langeais. Il y en a eu quand il fallait pas s'évader, il fallait pas sortir du wagon. Ils ont été mitraillés, les Allemands. Ils ont sauté des wagons, les Allemands, et puis ils attendaient, eux, que nous, par la peur ou essayer de s'évader, ils tiraient dessus et il y a eu des morts. Voilà, il y a eu des morts. Et le wagon, on nous a fait descendre parce que la machine ne marchait plus et nous avons encore, on nous couchait dans un hangar, toujours gardé. Ah, toujours, il y avait des gardes allemands. Et sur la route, j'aurais voulu m'évader. Je ne voulais pas aller en Allemagne. Je ne voulais pas. Avec une copine, une Bretonne, Simone Marellet de Tréguier, je lui ai dit, tu sais pas Simone, on attend quoi? Nous avons des gardes, mais tu vois la route. Si on peut atteindre le tournant, tu vois la route, il y a un tournant là, hein? Eh bien on courra après le tournant. Alors, sur la route,
Les Allemands étaient toujours là, avaient l'œil sur le tas de prisonniers qu'ils avaient fait descendre des wagons et ils nous gardaient en attendant une location. Et donc mon ami et moi, tu vois Simone, on se promène, on revient, on retourne, on revient. Et après le tournant, hop, eh ben, on l'a fait plusieurs fois. Je ne sais pas ce qui a pris à mon amie, elle s'est mise à courir avant le tournant. Aussitôt, nos gardiens. Oh, mon Dieu, évidemment, j'ai sauté. Il y avait des jardins ouvriers. J'ai sauté dans un jardin et puis je me disais au fond de moi-même, je ne veux pas dire que je voulais m'évader. Vaut mieux passer pour une voleuse que pour s'évader. Dans le jardin, il y avait des arbres fruitiers. Je me suis mise et puis je criais « Simone, arrête de courir !» Et moi, pendant ce temps-là, je me mets sous un arbre fruitier, je ne pourrais même pas vous dire ce qu'il y avait, hein, et parce que je voyais l'Allemand avec sa mitraillette venir sur moi. Alors je le voyais, et puis alors, quand il est arrivé, goûte, que je lui ai dit goûte, goûte, l'Allemand, allait-il me descendre ou pas? Quand j'ai dit ça, il a fait, il a laissé tomber sa mitraillette. Ah, je lui ai dit goûte. Je préférais me faire passer pour une voleuse ou pour une déserteuse. Parce que là, c'était... Mon amie, elle a rejoint aussi, puis ça a continué dans les wagons. C'était rien ce que nous avions vu, mais rien. L'arrivée au camp. Les wagons se sont ouverts. Alors là, nous n'étions plus des humains. Ils ont crié à Stein, Lawrence! Quand ils ont ouvert les portes des wagons, il y avait d'autres soldats qui nous attendaient et descendent à coups de crosse. Nous n'étions plus des humains, comme des bêtes, et que jetés à coups de crosse. Alors, avec nous, tout le monde n'était pas alerte pour descendre des wagons. Il y en a qui tombaient, les personnes déjà âgées. Ah, alors là, nous étions en France, on était bien. Voyez, il faut aller plus terrible. On était bien en France, on plaignait. On n'était pas tapés, ils n'osaient pas nous taper comme ça devant. Ils montraient encore un certain respect, mais là nous n'étions plus des humains. À coups de crosse, ils nous ont fait descendre. Là, ils nous ont poussés sous une tente, dans le camp, hein, parmi les baraques, mais pas le droit d'aller parmi les baraques. Il fallait d'abord passer sous la tente. Et vous savez pourquoi? Ils nous ont dit qu'ils allaient nous doucher. 15 jours dans les trains, 15 jours sans se laver. Ça nous a fait plaisir. Bon, nos affaires qu'on avait laissées à la tente, on n'est jamais retourné. Parce que quand on est sorti de la douche, on a eu le costume rayé, on a eu les sabots aux pieds. Les sabots, c'était une semelle de bois avec un dessus en tissu. Hein? Et on est sorti comme ça, vous n'aviez pas le droit de retourner à la tente. Et puis pendant ce temps-là, eux, ils débarrassaient tout, nickel, hein, propre. Il n'y a rien à...
terrible la vie à Ravensbrück. La vie à Ravensbrück, alors on vous faisait toujours les appels 5 par 5 et puis on vous emmenait dans les deux pelleter du sable. On montait du sable et alors c'était une colline comme ça, vous aviez un pied plus haut que l'autre, voyez? Puis hop, il fallait monter le sable. Et ce qu'il y avait aussi à Ravensbrück, comme nous étions toutes fraîches, arrivées de France, l'arrivée dans les camps, c'était plus que des cadavres ambulants, tellement ils étaient maigres. Et les personnes, ça m'avait frappé. Déjà, ils avaient les yeux, ils vous regardaient, mais les yeux ne bougeaient pas. Ils étaient comme sans vie. Puis, vous savez, mort, un regard loin, loin. Ça m'avait frappé beaucoup. Déjà, ils étaient là depuis quand? Ben, ils étaient maigres, les yeux hagards. C'était dur. Alors, en dehors des corvées à Ravensbrück, alors j'étais jeune, toujours choisie, hein, toujours choisie pour aller pelleter le sable. Et il y avait aussi alors appel, parce que figurez-vous que les Allemands louaient les prisonniers pour travailler dans les usines. Ils louaient comme moi. Et j'étais jeune. Alors, quelquefois, j'arrivais à revenir dans le camp parce qu'on se forme des amis. Hein, et il y avait avec moi une famille de Pont-Aven où ils étaient à 5 dans la famille. Il y avait 6. Il y avait le papa, la maman, les 2 filles, le fils et la petite belle-fille, prétendue petite belle-fille, assise. Le papa était envoyé camp avec son fils, la maman avec ses 2 filles et la petite belle-fille à Ravensbrück avec moi. Et elle me disait, viens avec nous, France, viens avec nous, France. Je suis restée dans cette famille. Mais vous savez, moi j'avais ma peau à défendre, j'étais seule. Mais mes amis, ils avaient leur maman. C'était encore plus pénible pour eux. Hein? Alors, on était jeunes, c'était réglé. À chaque fois, on était pris. Hein? Arbête. Bon, et la maman, de côté. Les filles ne voulaient pas. Quand la petite belle-fille me dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait dans le camp ici? On ne va pas pouvoir résister, que me dit Yvonne. On ne va pas pouvoir rester. Pourquoi tu t'entêtes à rester ici? On nous dit travailler. On sera peut-être mieux à travailler. Hein? Je l'ai écoutée. Eh bien, elle m'a sauvé la vie. Les 2 filles sont restées, elles sont mortes au camp. La maman est morte, les 2 filles aussi, parce qu'elles ne voulaient pas quitter leur maman. Tandis que moi et la prétendue petite belle-fille, on s'en est sortis. Vous voyez, je n'avais que ma peau à défendre. Mais j'aurais pas aimé avoir ma famille avec moi. C'est terrible, c'est terrible. Et donc on est resté amis, la petite belle-fille, et on s'est suivis. On est donc allé au travail choisi pour aller travailler alors à Ludwigfield. Vous voyez, j'ai fait une phlébite de ma jambe gauche. Et
on avait avec nous à l'usine qui nous regardait ficeler notre moteur, là, hein, des civils qui travaillaient. Et il y en a un, a-t-il eu pitié? Je sais pas, il s'est approché de moi et puis il m'envoie, moi j'ai cru que c'était un chiffon. Il me fait comme ça, hop là, puis hop, je tire le chiffon, c'était une jambe de caleçon. Mais vous avez vu, ce n'était qu'un un ouvrier. On avait un chef, là, de l'autre, un peu plus loin, là. Hein. Mais lui n'était qu'un ouvrier. Me donner une jambe de caleçon, est-ce qu'il a été vu? J'ignore. Mais il n'est plus revenu travailler. Ils n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit avec nous. Parce qu'en donnant cette jambe de caleçon, il sauvait la vie à madame. Oui. Parce que s'il était repéré ayant sa jambe enflée, elle pouvait être considérée comme il a eu inapte au travail. pitié. Oui, parce que mon amie aussi polonaise, qui elle comprenait mieux l'allemand, moi, parce que je suis sotte, je suis pas douée pour les langues. Le français, c'est tout. Mais elle, de nature polonaise, peut-être, y a-t-il des mots allemands, mais elle comprenait mieux l'allemand que moi. Eh bien, elle me disait comme ça, oh ben dis donc, t'as fait une touche, là, qu'elle me dit aussi, pour, hein, oh tu te rends compte, le truc de caleçon, et c'était pas un vieux caleçon, il y avait qu'une jambe, mais la jambe, on sentait que c'était un caleçon qui avait été coupé, qui n'était pas vieux. Il a dû avoir pitié, cet homme-là. Hein? Elle me dit, eh ben dis donc, t'as fait une touche, toi. Mais je ne l'ai pas revu, l'ouvre. Cet employé-là, je ne l'ai pas revu. Il a dû être vu de l'autre qui était là, qui m'avait donné un travail délicat à faire. Alors, on avait des petits moteurs comme ça, je ne sais pas si quelqu'un aimera la mécanique plus tard. Voyez, et sur ce moteur-là, il y avait plein de tuyaux qui sortaient, comme ça. Donc ça devait alimenter plusieurs choses en lui. Sur le moteur, il y avait un trou comme ceci, un petit balancier. Et figurez-vous, le chef, un jour, vient me voir, pourquoi moi? Bon, il aurait pu dire à Carola. Et il me dit qu'il fallait retirer les petites choses qui sortaient. Là, le petit balancier, qu'il fallait le retirer du moteur. Bon, alors, sur ce petit balancier, évidemment, je ne pourrais plus me rappeler, il y avait plusieurs petites pièces. Mais surtout, attention, fallait pas laisser tomber quelque chose dedans. Sinon, sabotage, il me montre au fond de l'usine, il y avait un mannequin qui était comme du sabotage. Si je sabotais, bon. Mais je dis c'est délicat, c'est délicat. Je sais, oui, c'était délicat. À retirer sans laisser tomber ni une rondelle, ni la tige, ni le petit écrou, enfin, vous voyez. Oui, c'était délicat. Il me regardait continuellement, il me regardait. Oh, je dis, mais il a toujours l'œil sur moi. Oh,
Oh, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Et puis, hop, il y a une chose qui est tombée dedans. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller lui le dire. Alors, je m'en vais trouver le chef, et puis je lui dis, ah ben, nicht gut, c'était pas bon travail, hein, nicht gut. Eh bien, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, il ne me surveillait plus. Et puis, ce qui a fait, c'est qu'avec mon ami, les tuyaux qui sortaient, on allait les porter dans un atelier, comme il y en avait trop de soins. Qu'est-ce que je trouve dans l'atelier? Mes pièces. Parce que réfléchissez, si je faisais tant de moteurs par jour, il devait y avoir tant de tiges, tant d'écrous, tant de... Hein? Vous auriez voulu contrôler mon travail. Ben, il y avait tout. Tant de moteurs, tant de celle, tant de ça. J'avais vu que mes pièces étaient à l'atelier. Qu'est-ce que j'ai fait? Les choses, la tige qui était plus difficile, j'ai ramené des tiges. Eh bien, j'ai saboté. Parce que quand les tiges tombaient, je ne suis plus allée lui dire. Parce que je me suis dit, il va me contrôler, il est plus intelligent que moi, il va me contrôler, tant. Il n'y avait plus peur. Et comme vous ne pouviez pas, c'était un truc fermé. Vous ne pouviez pas savoir s'il y avait quelque chose dedans. Eh bien, j'étais contente de mon tour. Mais je ne l'ai même pas dit à Carola. Je ne l'ai pas dit parce qu'on avait trop peur. L'arrivée des Alliés en Allemagne contraint les SS à évacuer les prisonniers de Ravensbrück vers un autre camp. 2 ou 3 jours après, c'est la panique pour les SS, et les prisonniers sont alors lancés dans une marche de la mort. Hop, embarqué de nuit, et on arrive le lendemain à Oranienburg. Mais c'était la débâcle. Les Alliés étaient partout. On arrive à Oranienburg. J'ai peut-être passé 2-3 jours à Oranienburg, c'est tout. Et les Allemands, bombardement encore au-dessus, les Allemands, eh ben, ne sachant plus où nous mettre, ils ont ouvert le camp d'Oranienburg. Et ils nous ont mis sur les routes. Mais toujours garder, nous avions nos gardiens avec la mitraillette, et puis on a marché. J'ai marché, on a appelé ça la route de la mort. J'ai bien marché encore 8 jours, 10 jours sur les routes. On couchait dehors. Les Allemands, nos gardiens, pour avoir plus de facilité à garder les pauvres déportés, ils nous faisaient coucher dans les bergeries pour qu'ils puissent nous enfermer, qu'eux puissent dormir, parce qu'ils étaient comme nous, hein, les Allemands. Ils nous suivaient, mais il fallait qu'ils dorment aussi. Et ils nous enfermaient dans une bergerie. Or, quelquefois, ça arrivait qu'on avait un hangar. Ah, c'était bien. Quand il n'y avait rien, eh bien, on couchait dans l'imbois. Et nous avons marché, je vous dis, une huitaine, peut-être 10 jours, je ne pourrais plus. Toujours est-il que le dernier jour de mars, ils nous avaient mis dans un petit bois. Oh, pourquoi ils nous enferment dans un bois? Ils vont nous descendre. Ça a été la réflexion. Pourquoi?
Oh, oh, pourquoi il nous met là? Pourquoi il nous met là? Ils nous mettent dans un bois. Il faisait froid et puis il pleuvait. Alors je rentre dans le bois avec mes amis qui restaient. Avec nous, il y avait des Russes. Avec nous, il y avait des Russes. Mais les Russes, il y avait des bombardements. Je ne savais, nous autres, on ne savait pas où on était. Mais les Russes, elles savaient. On ignorait que de l'autre côté, c'était les Russes qui venaient sur l'Allemagne. Elles l'avaient entendu. Comment l'ont-elles compris? On nous enferme dans le petit bois. Je me mets avec mon amie, Madame Percoq, là aussi, de Calac, femme qui avait bien 60 ans. Elle est revenue. Et, ma foi, sous la pluie, on avait notre couverture sur le dos. Hein? Et puis hop, on arrive malgré tout à dormir. Le matin, quand on s'est réveillé, dites donc, il n'y avait plus de gardiens. On a trouvé à l'emplacement de nos soldats le fusil cassé, le masque à gaz et le costume allemand. Pourquoi? Parce que les Russes étaient à 3 kilomètres de nous. Plus de Russes. Les Russes, pendant la nuit, comme les gardiens sont partis, mais chez nous, on se réveillait, mais on n'a plus de gardiens. Mais oui, mais vous ne savez pas, mais il n'y a plus de Russes avec nous. Où est l'équipe des Russes? Ils savaient, ils sont partis au-devant des leurs, au village voisin. Les Russes étaient là, mais nous, dans l'ignorance, on ne savait rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là encore? Ceux qui parlaient français, qui restaient, on se réunissait. Et puis, on a commencé, à pas de loup, à se dire, il y a une ferme à côté du petit bois de l'autre côté de la rue. On va essayer de gagner la ferme, parce qu'on n'avait pas mangé, on avait faim. Et puis, tout à petit, on arrive, il n'y avait personne à la ferme. Oh, on était les maîtres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du feu, et puis on a volé des pommes de terre. C'est toujours, fallait manger, la faim, c'est inimaginable ce que ça fait faire, quand vous avez faim. Et après on a lavé, on a chauffé un peu d'eau pour se laver, on couchait dans les bergeries, mais ils nous tassaient tellement qu'on dormait aussi dans le truc, dans le ruisseau de la bergerie. Alors, fallait un peu d'hygiène, on s'est lavé, ça nous faisait du bien. C'était la faim. Et on avait peur, hein. On s'est dit, mais il y a un beau hangar à côté de la ferme. Un hangar rempli de paille. Oh, ben, qu'on s'est dit, le groupe de Françaises, peut-être que nous étions 20, je ne sais plus. Ah, sur des colonnes de 800 à 1000, eh ben, hein, les Russes et les autres étaient partis, et nous, on se rassemblait. La langue nous fait quand même, hein. Et on s'est approché, et on s'est dit, on va passer une nuit, quand même, une bonne nuit au chaud, dans la paille. Et on s'est donc rentré dans le hangar, et puis on s'apprêtait à dormir bien dans la paille, quand le soir, jamais de notre séjour, on avait entendu un homme, une voix française dans la nuit, « Il n'y a pas de prisonniers par là !» Oh, vous auriez vu quelqu'un parler français.
quelqu'un a parlé. Oh, alors, les commentaires ne te montrent pas. C'était de la Gestapo qui nous recherche. Voyez, attention, on se sentait déjà libre. C'était de la Gestapo. Oh, je pense. Oh, il faut pas répondre. Si, il faut savoir. Non, vous voyez. Et il y a la Vosgienne qui vit toujours, qui est venue ici en Bretagne, dit, eh bien, moi, qu'elle a dit, je saurai qui c'est. Je vais sortir et je saurai qui parle français. La Vosgienne est sortie, et puis nous, à l'écoute, tout d'un coup, on entend Anne-Marie. Ah, c'était piou-piou. C'était un Français, parce que à 3 kilomètres au village où les Russes étaient arrivés, il y avait un stalag de prisonniers français. Alors, et quand vous saurez qui c'était, alors elle dit, c'est un piou-piou, c'est un piou-piou. Oh, tout de suite la paille, parce qu'on se cachait, on avait encore peur, on se cachait dans le tas de paille. Hein. On sort et puis on voit le piou-piou qui arrive dans le hangar. Oh, moi je vais vous embrasser pour celui-ci, pour celui-là, pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour mon mari. Oh, le pauvre piou-piou. Bon, eh bien, vous savez, il a dit, il y a un stalag de prisonniers français dans le petit village à côté. Surtout, qui nous a dit, ne bougez pas d'ici, mais demain, je vais venir vous chercher. Mais ne vous séparez pas. Ah, on a bien entendu la consigne, hein. On a attendu, et le lendemain, effectivement, il est venu avec d'autres prisonniers, et la charrette allemande, cadrou, et puis un truc au centre, et vous voyez, qu'on pouvait tirer, parce que ça aussi, beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire. Et il est venu nous chercher, on est monté dans la voiture, et figurez-vous qu'on a vu les Russes, les autres Russes qui étaient partis avant nous, elles étaient avec les leurs là au village. C'était la troupe de choc russe. Une petite de 18 ans. Elle s'appelait Lily Coupa. Elle était de Brest. Un soir, après l'usine, à la rentrée, on couchait à l'usine, je vous ai dit. Et on monte. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, Lily, je veux la voir. Et elle me disait, tu leur diras tout. Tu leur diras tout. Oh, elle doit avoir de la fièvre. Elle est malade. Elle doit avoir de la fièvre. C'est tout ce qu'elle a dit, tu leur diras tout. Oh, je descends, puis je dis, Lulu, il doit avoir de la fièvre. Aidez-le. La nuit est passée, elle a dormi. Le lendemain, allez à Austein, je me suis levée, préparée, aller à l'usine, j'ai plus pensé à Lily. Oh, puis si elle est malade, on va la retrouver ce soir. Je ne l'ai jamais revue. Elle est morte là-bas. Et c'était triste. 18 ans. 18 ans. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Ah, que je suis bien chez moi. Je ne fais que dire, t'es revenu. Ah, je voulais pas mourir là-bas.
Je voulais une frayeur. Et je crois, voyez-vous, c'est ce qui m'a fait tenir. Je veux pas une frayeur. Une frayeur. Un jour à l'usine, j'ai été malade. Oh mon Dieu, j'étais malade. Il y avait un clair de lune. Je ne peux plus voir le clair de lune. Je me suis levée, il faisait froid. Il faisait froid. J'ai voulu aller au water. Et puis j'avais des cris. Mais si je réveillais la Blokova, chope et chope. Alors, je pouvais pas crier, mais j'étais raide pour ne pas faire de bruit. J'ai réussi à aller au water dehors. J'ai regagné ma couche, mon chalit, et peut-être 1 heure après, allez, Austein, Austein. Il y avait des moments durs, oh des moments. Maintenant que je suis chez moi, comme j'ai froid, me met une bouillotte, mais je suis heureuse. Mais parce que ça revient. Ces choses-là, vous ne pouvez pas vous les oublier. Vous ne pouvez pas les oublier. C'était inhumain. Inhumain, ces choses-là. Et alors, je vous ai dit, les Allemands, on a donc fait la jonction russe et américaine. Les Américains nous ont pris, ils nous ont fait monter dans le train. J'ai été rapatriée le 17 mai 1945 à l'hôtel Lutetia. Je m'excuse, j'ai pas bien dit. J'ai pas bien dit, j'ai du mal maintenant. C'est la dernière fois, parce que ça me met dans tous mes états. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se refasse pas. C'est ça. Il ne faut pas que ces choses reviennent. Et vous voyez mon amie de 18 ans qui m'a dit « tu leur diras tout ». Elle avait vu plus loin que moi. J'aurais pas pensé que j'aurais pu dire ça aux jeunes. Mais il le faut pour que ça ne revienne plus. Parce que le peuple allemand, c'est un peuple comme nous. Je lui en veux pas au peuple allemand, mais au régime. Trop de brutalité, c'est pas possible, inhumain. Il ne faut plus que ça recommence. Terrible. Et heureusement qu'il y avait un peu de solidarité dans les camps. Mes enfants, on ne peut pas vivre sans amitié. Quand on a un beau copain, une bonne copine, on peut aller loin à deux. Dans les moments difficiles, à quoi vous vous rapprochiez pour vous remonter le moral? Hein? Dans les moments les plus difficiles, vous pensez Je à ça? rêvais. Comme vous dites, aviez-vous un petit copain? Ben, quand j'arriverai, malheureusement, mon copain a été tué au fond de l'Orient. Quand je suis arrivée, il était mort depuis. L'amour vous a porté alors. Comment? L'amour vous a porté. Ben oui, on rêve. On rêve. Oh oui, je me voyais souvent. Mais alors, ce qui a été moins drôle, c'est que jusque, ça fait pas longtemps, mes rêves ont été hantés, parce que dans mes rêves, je voyais toujours les Allemands. Je fuyais les Allemands.
je fuyais. Et je trouvais, je m'en allais, je m'évadais, vous voyez, dans mes rêves, de retour, je voulais encore m'évader. Et toujours arriver en haut de la côte, les Allemands, dans mon rêve, les Allemands étaient en haut. Eh bien, je vais vous dire, je ne les ai plus. Pourquoi? Je ne peux plus courir. Mais c'est drôle, hein? Les rêves ne sont plus pareils, j'ai du mal. Oui, oh, mais ces rêves-là, alors. Et toujours, les Allemands sont en haut. Oh, oh. Ben oui, c'est peut-être la vision que j'avais, puisque je disais au tournant, il faut courir. Je sais pas, ça s'explique pas, les rêves.